bienvenue dans cet espace où nous prenons le temps de décortiquer les idées qui ont façonné notre compréhension de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un dossier qui a littéralement redessiné la carte de l'esprit humain. Imaginez un instant que vous êtes dans une maison, votre maison. Vous pensez en connaître chaque pièce, chaque recoin, vous pensez être celui qui détient les clés et décide qui entre et qui sort. Et soudain, on vous annonce que non seulement vous ne connaissez pas la moitié des pièces, mais qu'en plus, vous n'êtes pas le propriétaire. Vous êtes, au mieux, un locataire inquiet qui tente de négocier avec des forces invisibles qui habitent la cave et le grenier. C'est exactement le sentiment de vertige que Sigmund Freud nous impose avec son œuvre de 1923, Le moi et le ça, ou en allemand Das Ich und das Es. Ce texte n'est pas simplement un livre, c'est une révolution copernicienne de l'intériorité, et nous allons traverser ensemble ce paysage fascinant. Guidés par la traduction et les analyses éclairées contenues dans le document que nous avons sous les yeux. Pour commencer notre voyage, il faut comprendre d'où part Freud. Avant lui, et particulièrement dans la tradition philosophique occidentale héritée de Descartes, l'homme était défini par sa conscience. Je pense, donc je suis. La conscience était le phare, la lumière, la certitude ultime. Tout ce qui n'était pas conscient était soit inexistant, soit négligeable. Freud arrive et brise ce miroir rassurant en nous disant que la conscience n'est qu'une surface, une fine pellicule posée sur un océan obscur. La division fondamentale de la vie psychique, nous dit-il, est celle entre le conscient et l'inconscient. Mais attention, il ne s'agit pas ici de voir l'inconscient comme un simple grenier poussiéreux où l'on range de vieux souvenirs. Non, c'est une force dynamique. Freud nous invite à considérer que la conscience est un état très transitoire. Une idée est consciente maintenant, et l'instant d'après, elle ne l'est plus. Où est-elle allée? Elle est devenue latente, capable de revenir à la conscience. C'est ce que Freud appelle le préconcis. Mais il y a une autre catégorie, beaucoup plus troublante. Celle des idées et des processus qui sont maintenus hors de la conscience par une force active, une résistance. C'est cela, le véritable inconscient, le refoulé. C'est ici que l'histoire devient fascinante. Car Freud réalise que cette simple division binaire entre conscient et inconscient ne suffit plus pour expliquer la complexité de nos conflits intérieurs. Il observe ses patients et remarque quelque chose d'étrange, il résiste à la guérison, il résiste à la prise de conscience. Mais ils ne savent pas qu'ils résistent. Cette résistance émane pourtant de leur moi, de leur partie organisée. Cela mène Freud à une conclusion inévitable et déroutante, une partie du moi est elle-même inconsciente. Nous ne pouvons donc plus simplement dire que le moi est le lieu de la conscience et que le refoulé est l'inconscient. La réalité est plus topographique, plus structurelle. C'est ainsi que Freud nous introduit aux trois acteurs majeurs de notre drame intérieur, le ça, le moi et le surmoi. Commençons par le fondement, la partie la plus obscure et la plus primitive de notre personnalité, le ça, ou l'idée. Le terme est emprunté à Georg Grodeck. Un médecin contemporain de Freud qui aimait dire que nous sommes vécus par des forces inconnues et incontrôlables. Le ça est ce réservoir initial, ce chaos bouillonnant de pulsions. Il est totalement inconscient. Il ne connaît ni la morale, ni le temps, ni la contradiction. Il ne connaît qu'une seule loi, le principe de plaisir. Il veut, et il veut tout de suite. Imaginez le ça comme la partie biologique, animale de l'âme, directement connectée aux besoins du corps. Dans le ça, les pulsions de vie et de mort s'entrechoquent sans filtre. C'est la terre natale de nos passions les plus brutes. Mais un être qui ne serait que ça ne pourrait pas survivre longtemps dans ce monde. Il faut une interface, une peau qui touche la réalité. C'est là qu'intervient le moi, ou l'ego. Le moi se développe à partir du ça, sous l'influence directe du monde extérieur. Si le ça est le chaos, le moi tente d'apporter la raison et la prudence. Freud utilise ici une métaphore d'une puissance évocatrice incroyable, celle du cavalier et de son cheval. Le cheval, c'est le ça, il possède l'énergie, la puissance motrice, la force brute. Le cavalier, c'est le moi. Il a le privilège de décider de la direction, de tenir les rênes. Mais, et c'est là toute la tragédie humaine, le cavalier est souvent obligé de guider le cheval là où le cheval veut aller. Le moi n'a pas de force propre, il emprunte celle du ça. Souvent, comme un politicien opportuniste, le moi transforme la volonté du ça en action, tout en faisant croire qu'il s'agit de sa propre décision. Le moi est un diplomate perpétuellement angoissé, coincé entre les exigences impérieuses du ça et les dangers de la réalité extérieure.
Il doit observer le monde, mémoriser les expériences, et surtout, différer la satisfaction. Il remplace le principe de plaisir par le principe de réalité. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas à ce duel. Une troisième instance vient compliquer la donne, une instance qui surgit au sein même du moi mais qui se dresse contre lui comme un juge sévère. C'est le surmoi, ou l'idéal du moi. Pour comprendre sa naissance, il faut plonger dans l'enfance, dans ce moment crucial que Freud appelle le complexe d'Oedipe. L'enfant, dans son très jeune âge, développe des investissements amoureux intenses envers ses parents, tout en éprouvant des sentiments hostiles de rivalité. C'est un tourbillon d'amour et de haine. Lorsque ce complexe doit être surmonté, lorsque l'enfant doit renoncer à ses désirs incestueux et meurtriers sous la menace de la castration ou de la perte de l'amour, quelque chose d'extraordinaire se produit. Au lieu d'abandonner simplement ses objets d'amour, l'enfant les avale psychiquement. Il s'identifie à eux. Il érige à l'intérieur de son propre moi une instance qui ressemble aux parents. Tu dois être comme ton père, dit cette voix, mais aussi tu n'as pas le droit de faire tout ce que fait ton père. Certaines choses lui sont réservées. Ce surmoi devient l'héritier du complexe d'Oedipe. Il est la conscience morale, le gardien des règles, la source de nos idéaux les plus élevés mais aussi de notre culpabilité la plus écrasante. Ce qui est fascinant, et que le texte souligne avec force, c'est que le surmoi plonge ses racines profondément dans le ça. Il est, d'une certaine manière, plus proche des pulsions inconscientes que le moi ne l'est. Pourquoi? Parce qu'il est né de la répression d'impulsions passionnelles violentes. C'est pourquoi le surmoi peut être d'une cruauté terrible. Vous avez sans doute déjà ressenti cette culpabilité diffuse, cette sensation d'avoir mal agi sans raison précise. Ou cette voix intérieure qui vous critique impitoyablement même quand vous n'avez rien fait de mal. C'est le surmoi à l'œuvre. Freud note un paradoxe troublant, plus une personne est vertueuse, plus elle s'interdit de choses, et plus son surmoi devient sévère et exigeant. Comme si le simple fait de renoncer à l'agression vers l'extérieur retournait cette agressivité contre soi-même, alimentant la sévérité de notre juge intérieur. Cela nous amène à une partie cruciale et souvent mal comprise de la théorie freudienne exposée dans ce livre, la théorie des pulsions. Freud, dans sa dernière période, ne se contente plus de parler de la libido, de l'énergie sexuelle. Il introduit une dualité cosmique, presque mythologique. Il y a d'un côté héros, la pulsion de vie, celle qui cherche à lier, à unir, à conserver, à créer des ensembles de plus en plus vastes. C'est l'amour, la sexualité, mais aussi la force de cohésion des cellules et des sociétés. Et face à héros, il y a Thanatos, la pulsion de mort. C'est une force silencieuse, qui travaille à ramener le vivant vers l'état inanimé, vers le repos absolu, vers la poussière. Le drame de la vie psychique est le combat permanent entre ces deux géants. Dans le ça, ces pulsions sont fusionnées. Le sadisme, par exemple, est un mélange où la pulsion de mort est mise au service de la sexualité. Mais parfois, il y a des fusions. La pulsion de mort se libère et devient pure destruction. Le surmoi, dans ses aspects les plus sadiques et tyranniques, semble être un foyer de culture pour cette pulsion de mort. Quand le mélancolique ou le dépressif s'accable de reproches jusqu'au suicide, c'est, selon Freud, parce que le surmoi est devenu un pur canal pour la pulsion de mort, traitant le pauvre moi comme un objet à détruire. Le moi, ce pauvre médiateur, doit donc lutter non seulement pour satisfaire les désirs, mais littéralement pour sa survie psychique. Il tente de neutraliser la pulsion de mort en la dirigeant vers l'extérieur, sous forme d'agressivité envers autrui. Ou en l'alliant avec de la libido pour en faire quelque chose de créatif. En avançant dans notre lecture, nous découvrons à quel point la position du moi est précaire et, disons-le, héroïque. Le chapitre 5 du livre décrit les dépendances du moi. Freud y peint le portrait d'une créature asservie à trois maîtres despotiques, le monde extérieur, le ça et le surmoi. Chacun a ses exigences incompatibles. Le monde extérieur menace de nous anéantir si nous ne respectons pas ses lois physiques et sociales. Le ça bouillonne et exige une satisfaction immédiate, sans se soucier des conséquences. Le surmoi nous observe avec sévérité, prêt à nous punir de remords au moindre écart, même en pensée. Le moi doit naviguer entre ces écueils. Il utilise l'angoisse comme un signal d'alarme. L'angoisse de réel devant le monde, l'angoisse névrotique devant la force des pulsions du ça, et l'angoisse morale ou la culpabilité devant le surmoi. C'est ici que la psychanalyse prend toute sa dimension thérapeutique mais aussi philosophique.
Freud nous montre que la normalité n'est qu'un équilibre instable, une diplomatie réussie entre ces puissances. La pathologie, la névrose, survient lorsque le moi échoue dans sa tâche de synthèse. Par exemple, dans l'hystérie ou les névroses obsessionnelles, le moi tente de refouler les demandes du ça. Mais elles reviennent sous forme de symptômes. Dans la mélancolie, c'est le surmoi qui écrase le moi. L'objectif de la cure psychanalytique, résumé par la célèbre formule W.O.E.O.A., Soll ich werden, là où était le ça, le moi doit advenir. N'est pas de tuer le ça ou de détruire le surmoi, mais de renforcer le moi. Il s'agit de lui donner plus de lucidité, plus de territoire, pour qu'il puisse gérer ses conflits avec plus de liberté et moins de souffrance. Mais ne nous y trompons pas, et le texte du traducteur insiste brillamment sur ce point dans sa postface. Freud ne nous promet pas une guérison magique ou un bonheur sans nuages. Il nous offre la vérité, aussi inconfortable soit-elle. Il nous révèle que nous sommes des êtres fondamentalement divisés, pétris de contradictions, habités par des forces qui nous dépassent. Cette vision a bouleversé notre culture. Regardez autour de vous, regardez la littérature du XXe siècle, de Kafka à Faulkner, regardez le cinéma, regardez l'art surréaliste de Dali. Tout cela est imprégné de cette cartographie freudienne. L'idée que nos actes manqués, nos rêves, nos lapsus ont un sens. Que notre enfance continue de vivre en nous et de dicter nos choix amoureux ou professionnels, tout cela vient de cette exploration. Le traducteur, dans ses notes finales, fait un parallèle fascinant avec l'histoire des idées. Il rappelle que Freud se comparait à Copernic et Darwin. Copernic nous a chassés du centre de l'univers. Darwin nous a chassés du piédestal de la création divine pour nous remettre parmi les animaux. Et Freud? Il nous a chassés du centre de nous-mêmes. Il a porté le coup fatal au narcissisme humain en montrant que le je, le moi conscient, n'est pas le maître dans sa propre maison. C'est une blessure narcissique, certes, mais c'est aussi une immense libération. Car en acceptant cette part d'ombre, en acceptant que nous sommes aussi faits de pulsions agressives et sexuelles, que nous portons en nous les traces de nos parents et de l'histoire de l'espèce, nous gagnons en humilité et en compréhension. Il est également intéressant de noter, comme le fait le document, l'impact de ces concepts sur la compréhension des phénomènes sociaux. Le surmoi n'est pas seulement individuel, il est aussi culturel. Les religions, les systèmes moraux, les lois, peuvent être vus comme des projections collectives de ce besoin de pair. De cette autorité intériorisée qui nous protège tout en nous menaçant. Freud suggère même que le sentiment de culpabilité est le prix à payer pour la civilisation. Pour vivre ensemble, nous devons renoncer à la satisfaction immédiate de nos pulsions agressives et sexuelles. Ce renoncement crée une tension, un malaise, qui est au cœur de la condition humaine moderne. Revenons un instant sur une notion subtile abordée dans le texte, la sublimation. C'est l'une des rares portes de sortie positives que Freud entrevoit. Le moi, dans son travail de gestionnaire, peut prendre l'énergie des pulsions, cette libido brute, et la détourner vers des buts socialement valorisés. L'art, la science, le travail intellectuel, la charité, sont des moyens de satisfaire nos pulsions sans nous détruire ni détruire les autres. C'est une alchimie psychique où le moi transforme le plomb des pulsions en or culturel. Mais Freud nous avertit, ce processus est coûteux en énergie et toujours fragile. La pulsion de mort, le désir de retour au néant, n'est jamais loin, tapis dans l'ombre, prêt à défaire ce que l'amour et le travail ont construit. Il y a aussi dans ce document une réflexion pertinente sur la difficulté de traduire ces concepts. Das Ich, le je, das est, le ça, das über ich, le surjeu. En allemand, ces termes sont concrets, quotidiens. En français ou en anglais, ils sont devenus des termes techniques, froids, médicaux. Le traducteur suggère que l'on devrait peut-être les entendre avec plus de simplicité. Le ça, c'est ce truc en moi qui pousse, qui veut. Le moi, c'est ce que je crois être, ce petit personnage qui s'agite à la surface. Le sur moi, c'est cette voix au-dessus de mon épaule. En redonnant leur simplicité à ces mots, on mesure mieux à quel point Freud ne parlait pas de concepts abstraits, mais de notre expérience vécue la plus intime. Pour conclure cette exploration, que devons-nous retenir de Le moi et le ça? C'est un texte qui nous invite à l'humilité. Il nous apprend que la transparence à soi-même est un mythe. Il y a toujours une part d'opacité, une part d'étranger en nous. Mais c'est aussi un texte qui nous donne des outils. En nommant ses forces, en cartographiant ses territoires. Freud nous a donné la possibilité de ne plus être simplement les jouets de notre destin inconscient.
la psychanalyse, qu'on l'accepte totalement ou qu'on la critique, a ouvert un espace de parole inédit où la souffrance humaine, dans toute son irrationalité, a enfin trouvé une écoute. Freud, à travers ce livre, nous lègue une vision tragique mais lucide de l'homme. Un être tiraillé, un être de conflit, mais un être qui cherche désespérément à faire tenir ensemble les morceaux de son identité. Le moi lutte pour maintenir l'unité, pour créer du sens là où il n'y a que des pulsions aveugles. Et c'est peut-être là que réside notre grandeur, non pas dans une maîtrise totale et illusoire, mais dans cet effort constant, courageux et parfois désespéré pour harmoniser le bruit et la fureur de notre monde intérieur. Alors, la prochaine fois que vous ferez un lapsus, que vous aurez une réaction émotionnelle disproportionnée, ou que vous vous sentirez coupable sans raison, souvenez-vous de cette topographie. Souvenez-vous du cavalier essayant de calmer son cheval tout en écoutant les remontrances de son père invisible. Souvenez-vous que vous êtes une foule à vous tout seul, et que le simple fait de réussir à dire « je » est déjà un exploit quotidien. Merci de nous avoir accompagnés dans cette descente au cœur de la machine humaine. Continuez à explorer, à questionner, et surtout, soyez indulgents avec votre pauvre moi, il fait de son mieux. À très bientôt.